Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle, alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Dans les années 1870, New York était un centre florissant de commerce et de culture. Ses rues animées et son emplacement stratégique à l'embouchure de la rivière Hudson jouaient un rôle clé dans le commerce américain. L'essor économique de la ville après la guerre de sécession a rapidement fait croître la population, attirant des immigrants en quête de meilleures opportunités. Central Park offrait une échappatoire paisible à la vie urbaine, fournissant une oasis de sérénité au milieu de l'agitation de la ville. Le réseau ferroviaire en expansion de New York, centré autour du Grand Central Depot, facilitait le transport des marchandises et des passagers, ce qui a encore stimulé le développement urbain. Cette période a fait de la ville un centre national de transport, affirmant son importance économique et culturelle. Par un après-midi chaud, le samedi 26 août 1871, alors que les habitants de la ville vaquaient à leurs occupations quotidiennes, un garçon de 12 ans nommé Alexander Potts, mais affectueusement appelé Paddy par ses amis, jouait près de la gare ferroviaire de la rivière Hudson. Il faisait cela souvent, mais gardait toujours un œil sur les passagers qui se dirigeaient vers la gare, car il était toujours désireux d'essayer de gagner un peu d'argent en les aidant à porter leurs sacs. Il avait vu une dame qui ne savait pas qu'il fallait acheter un billet de train et qui voulait enregistrer sa malle. Paddy l'a guidée jusqu'au guichet et a observé pendant qu'elle achetait un billet pour Chicago. Quand le transporteur est arrivé à la gare avec la malle, la dame paraissait ravie et soulagée. Paddy a ensuite aidé un porteur à la déplacer jusqu'au bureau de fret, mais il a remarqué son poids étrangement disproportionné. Au début, il ne trouva pas cela étrange, car la dame se comportait avec une simplicité tout à fait normale. Elle était comme la plupart des autres personnes qui venaient à la gare et ne donnaient aucune raison, ni à lui ni à quiconque, de la remarquer. Elle n'a certainement pas éveillé le moindre soupçon. Cependant, une fois la malle enregistrée, la dame serra la main du transporteur, un geste que Paddy trouva plutôt étrange. Il était très intrigué parce que la dame pouvait bien avoir dans sa malle pour qu'elle soit aussi lourde. Il fouilla la gare à la recherche de la moindre trace d'elle, mais elle était introuvable. Il ne l'avait pas vue partir, ce qui signifiait qu'elle avait dû monter dans un train. Il parla à un porteur de ses inquiétudes concernant la malle, mais le porteur ne lui prêta guère attention. Cependant, Paddy fut persévérant, et finalement, le porteur informa le chef des bagages. Le chef des bagages travaillait à la gare depuis de nombreuses années et connaissait bien le poids habituel des bagages des voyageurs. Cependant, en essayant de soulever la malle de la mystérieuse dame, il la trouva anormalement lourde. Avec une certaine réticence, il décida de l'ouvrir. Lorsque le couvercle s'ouvrit en grinçant, une odeur putride emplit l'air. Les porteurs firent tous un pas en arrière et se couvrirent le visage. Le chef des bagages retira alors lentement la couverture qui cachait le contenu à l'intérieur. Il se retrouva alors face à un spectacle macabre, le corps d'une jeune femme. Ses cheveux, autrefois dorés, contrastaient désormais fortement avec cette découverte horrifiante. Elle était nue et recroquevillée en position fétale. La malle ne portait aucune adresse et l'identité de la personne retrouvée à l'intérieur était inconnue. La police fut immédiatement informée. Il faisait maintenant face à une énigme étrange et apparemment insurmontable. Une énigme qui attira l'attention de la presse, qui ne tarda pas à sensationnaliser l'affaire en la surnommant le grand mystère de la malle. La seule personne capable de se souvenir de la mystérieuse dame qui avait enregistré la malle et de l'employé de l'Express qui l'avait livrée était le jeune Paddy. Il a raconté à la police qu'il avait vu l'employé de l'Express quitter la gare et avait remarqué qu'il y avait un nom écrit sur le côté de sa charrette. Trip ou Trap? C'était la seule véritable piste dont disposait la police. Alors ils ont essayé de retrouver l'employé de l'Express. Leurs efforts les ont finalement menés à un homme nommé Monsieur Trapp. Lorsque Paddy a été invité à l'identifier, il a affirmé que ce n'était pas l'employé de l'Express qui avait livré la malle. Le 26 août, le corps sans vie de la jeune femme a été transporté à l'hôpital Bellevue, où il a été placé dans la morgue et exposé pour identification sous la supervision du directeur Brennan. Même dans la mort, elle gardait la position fétale. Témoignage troublant de la possibilité qu'elle ait été placée dans la malle alors qu'elle était encore en vie. La jeune femme, autrefois belle, élégante, grande et gracieuse, est maintenant recroquevillée et exposée dans l'espoir que quelqu'un puisse l'identifier. Son corps était saisi par la rigidité cadavérique et gonflé à un degré effrayant. C'était un spectacle véritablement macabre. L'autopsie a révélé la terrible vérité. La jeune femme était morte d'une métropéritonite aiguë.
Elle avait été enceinte et avait trouvé une fin tragique à cause des conséquences horribles d'une interruption de grossesse mal pratiquée. Chaque fois que la police révélait de nouveaux détails, la presse partageait avidement ces faits troublants avec ses lecteurs, pleinement consciente de la fascination morbide que cela susciterait. Juste 2 jours après la découverte du corps, un livreur nommé William Hickett s'est présenté au poste de police du 18e district. Il affirma avoir lu des articles sur l'affaire dans les journaux et pensait être celui qui avait transporté la funeste malle. Il habitait au coin de la 27e rue et de la 1er avenue et informa la police que, le 26 août, une dame lui avait demandé de récupérer une malle au 687, 2e avenue, et de la livrer à la gare du chemin de fer de la rivière Hudson. Il ajouta qu'elle lui avait donné un billet de 5 $ et qu'il lui avait rendu 4 $ de monnaie. Il déclara que c'était une course de routine et qu'il n'y avait plus pensé avant de lire l'article dans les journaux. L'inspecteur Walling fit venir le jeune Paddy Parks et lui demanda s'il reconnaissait Monsieur Hickett. Paddy affirma que c'était l'homme ayant transporté la malle. Lorsque l'inspecteur lui demanda s'il reconnaissait la charrette, Paddy affirma que c'était bien la même qu'il avait vue à la gare. Les récits des 2 témoins, Monsieur Hickett et Paddy Parks, concordaient étroitement, à une seule divergence notable près. Monsieur Hickett affirma qu'il n'avait pas serré la main de la dame. L'adresse que Monsieur Hickett avait mentionnée, 687 2e avenue, était la résidence du docteur Jacob Rosenzweig. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu. Et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Craig était une figure énigmatique du quartier. Il possédait une identité aux multiples facettes, se réclamant tantôt d'origine russe, tantôt d'origine allemande. Bien qu'il fût en réalité originaire de Pologne, il était loin d'être un membre vertueux dans la communauté, car il était tristement célèbre comme avorteur, ayant abandonné une ancienne vie de tenancier de bar pour une profession plus lucrative mais clandestine, celle de mettre fin aux grossesses. Il opérait sous le pseudonyme de Dr Asher et s'était forgé une sinistre réputation comme l'un des avorteurs les plus prolifiques de la ville. À l'époque, les lois sur l'avortement à New York étaient assez souples. L'État a adopté une législation qui permettait de pratiquer légalement des avortements, mais uniquement par des médecins agréés, avant que l'animation ne se produise, c'est-à-dire lorsque la mère pouvait sentir les mouvements du fœtus. Cela se produisait généralement au 2e trimestre. Cependant, l'application de ces lois restait laxiste, et la ville regorgeait d'avorteurs qui faisaient ouvertement la publicité de leurs services. Jacob Rosenzweig ne faisait pas exception, publiant audacieusement des annonces dans les journaux et proposant un soulagement immédiat aux femmes en détresse. L'inspecteur Walling, qui était chargé de l'affaire, envoya immédiatement le sergent Rooney et un autre agent à la maison, située au 687 2e avenue, avec pour instruction d'arrêter le docteur dès qu'il le pourrait. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, il n'était pas chez lui. Et ce n'est qu'en début de soirée qu'il est finalement rentré et a essayé d'entrer chez lui, sans être remarqué. Cependant, il a été repéré par les agents, même s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. On leur avait dit de surveiller un homme qui n'était pas très grand, mais assez corpulent,
et qui pesait probablement plus de 90 kilos, Monsieur Rosenzweig a été ramené au poste de police. Cependant, lorsqu'il a été interrogé par les agents, il a nié toute connaissance de la malle ou du livreur de l'Express, qui avait dit être venu la récupérer. En fait, il semblait vraiment surpris que quelqu'un puisse le soupçonner d'être impliqué dans ce crime horrible. La police n'avait pas retrouvé la jeune femme ayant accompagné la malle à la gare. Alors l'inspecteur Jamestown s'est rendu à la maison d'Amity Place, où le docteur Rosenzweig opérait souvent. Des agents surveillaient les entrées de la propriété, de sorte que personne ne pouvait sortir. Une dame âgée y vivait, qui a dit s'appeler Madame Asher. Il y avait aussi plusieurs jeunes femmes qui occupèrent des chambres. Le docteur avait toujours opéré à l'arrière, donnant sur le grand jardin élégant. Le jeune Paddy Parks fut de nouveau sollicité. On lui demanda si l'une de ces femmes était la dame qu'il avait vue à la gare avec la malle, mais il répondit que ce n'était pas le cas. La police réussit à retrouver des voisins qui confirmèrent qu'une malle avait bien été retirée de la propriété le 26 août. Bientôt, d'autres voisins se manifestèrent pour partager leurs témoignages avec les agents et rapidement un portrait troublant de la situation commença à se dessiner. La police fut informée que chaque matin, un groupe de jeunes femmes se rassemblait devant la maison d'où le docteur Rosenzweig menait ses activités, attendant impatiemment son arrivée. Très vite, des rumeurs circulèrent dans le quartier, accusant le docteur d'être impliqué dans la mort de la jeune femme au cœur du mystère de la Grande Malle. Les gens commencèrent à se rassembler devant sa résidence, animés par un désir intense de voir les lieux où la malheureuse jeune femme avait trouvé une fin tragique. Beaucoup parmi les curieux exprimèrent leur dégoût face à la pratique qu'il exerçait là-bas. Le lendemain, un ami du docteur Rosenzweig retira l'enseigne qui annonçait le cabinet du docteur Asher, dans le but de dissuader la foule de se rassembler devant la maison. Cependant, bien que la police ait désormais le docteur en sécurité sous sa garde, elle ignorait toujours l'identité de la jeune femme, qui avait enregistré la malle à la gare. Et, plus inquiétant encore, elle n'avait toujours aucune idée de l'identité de la jeune femme qui avait été retrouvée morte à l'intérieur. Le corps non identifié avait été exposé au public dans un appel désespéré pour obtenir des informations. Cela avait attiré des centaines de curieux qui se couvraient le nez avec un tissu imbibé d'acide phénique afin de supporter l'odeur insupportable. Une semaine auparavant, le New York Times avait publié un article de fond intitulé « Le mal de l'époque », critiquant vivement cette pratique répandue. À New York, le cabinet du docteur Rosenzweig faisait partie des endroits qu'ils avaient visités. Le journaliste se souvenait vivement avoir rencontré une jeune femme blonde et était convaincu que le corps sans vie retrouvé dans la malle était bien celui de cette malheureuse. Cependant, l'avancée décisive dans l'identification de la victime prit une tournure inattendue. Elle provenait du cabinet du docteur Theodore Keane, un médecin qui résidait à Paterson, dans le New Jersey. Le docteur Keane a contacté le directeur Brennan à l'hôpital Bellevue et lui a dit qu'il pensait que la femme décédée était mademoiselle Alice A. Bowlsby, qui avait été l'une de ses patientes et qui n'était pas rentrée chez elle après un récent voyage à New York. Le docteur Keane a mentionné que mademoiselle Bowlsby avait une cicatrice de vaccination distinctive sous le coude gauche. Après avoir reçu cette information, M. Brennan a permis au docteur Keane de voir le corps car il avait récemment mis fin à l'exposition publique. Craignant que ses efforts pour identifier la jeune femme ne soient devenus un spectacle pour les curieux, le docteur Keane est venu accompagné d'un dentiste nommé docteur Joseph Parker, qui s'était occupé d'Alice. Et grâce au travail qu'il avait récemment effectué sur les dents de la jeune femme, ce monsieur a également pu confirmer l'identité de la défunte. Nous étions maintenant mercredi, le 30 août, et même si le corps avait été conservé dans de la glace, l'odeur désagréable de la mort flottait toujours dans l'air étouffant de l'été autour de l'hôpital Bellevue. Lorsque la mère veuve d'Alice Bowlsby apprit la mort horrible de sa fille, elle fut plongée dans un chagrin inconsolable. Elle avait nourri des inquiétudes à propos de l'absence inexpliquée d'Alice, et maintenant la douleur de sa perte était aggravée par les circonstances qui l'entouraient. Tous ceux qui connaissaient Alice étaient sous le choc. Elle était une figure aimée aux yeux de sa famille et de ses amis, connue pour sa douceur attachante, son tempérament doux et son engagement dans la communauté. Elle n'avait que 20 ans et avait consacré du temps à enseigner à l'école du dimanche et à aider dans la boutique de vêtements de sa famille. Les gens disaient qu'elle incarnait une image d'innocence qui charmait tous ceux qui l'entouraient.
La mère d'Alice a dit à la police que, le jour fatidique, sa fille était partie à New York. Elle portait une robe blanche, ornée de plis complexes et de délicats volants. Il portait une ceinture bleu vif, et sa tenue soulignait parfaitement son charme juvénile et sa naïveté. Cependant, cette vision pittoresque de l'innocence allait bientôt se mêler au mystère qui allait captiver l'attention de tous ceux qui en avaient entendu parler. Pourtant, la personne qui subit les conséquences les plus profondes fut Walter F. Conklin, le fils d'un échevin éminent de Patterson. Il travaillait comme employé dans une filature de soie et on savait qu'il avait s'était rendu à la maison de mademoiselle Bowlesby à de nombreuses reprises. Après l'horrible disparition de mademoiselle Bowlesby, il devint malgré lui le porteur des commérages locaux, assiégé de questions sur cette affaire délicate. Chaque question entamait un peu plus sa détermination jusqu'à ce que, juste avant le déjeuner, alors qu'il travaillait à la filature Dale, il entra calmement dans la pièce où la soie était entreposée et, dans un moment de désespoir, tourna une arme vers sa propre tête et tira un coup fatal. Sa lettre d'adieu révélait son tourment face à la situation et sa réticence à entacher le nom de sa famille. Elle disait « J'ai depuis longtemps une idée morbide de l'inutilité de la vie. Et maintenant, être obligé de témoigner dans cette affaire et de causer des désagréments à ma famille, c'est plus que ce que la vie vaut. Adieu, cher père, chère mère, chers frères et chères sœurs. » Alors que les preuves continuaient de s'accumuler contre lui, la presse avait attribué au docteur un surnom sinistre, le démon de la 2e avenue. L'enquête fut menée avec minutie, chaque étape retraçant le parcours sinistre de la malle depuis la maison du docteur jusqu'à la gare. La malle elle-même renfermait un terrible secret, un secret qui glaçait le sang de ceux qui suivaient l'affaire. Et bien sûr, le docteur n'était pas un homme ordinaire. Il était connu dans l'ombre comme avorteur. Et il semblait maintenant que son commerce clandestin avait conduit à une fin tragique. La victime, une jeune femme dont la vie avait été écourtée à cause d'une interruption ratée, portait un nom désormais gravé dans les annales de l'infamie. Son identité avait été établie de manière concluante, ne laissant aucune place au doute. Mais c'est un petit élément de preuve, apparemment anodin, qui semblait sceller le destin du docteur Rosenzweig. Un mouchoir délicat portant le nom A. Bowlesby, découvert parmi ses effets personnels. Malgré cela, le docteur Rosenzweig proclamait toujours son innocence. Dans la salle d'audience agitée, la scène était prête pour une bataille d'esprit et de finesse juridique. Le docteur Jacob Rosenzweig, connu pour sa profession controversée, était accusé d'un crime des plus odieux, mais il n'était pas seul dans sa lutte pour la liberté. Il avait un allié redoutable en la personne de son avocat. Monsieur William Howe, un nom synonyme du tristement célèbre cabinet d'avocats Howe & Hummel, réputé pour avoir défendu avec succès les criminels les plus notoires de New York. William Howe était un maître de la stratégie juridique et des mises en scène au tribunal. Et maintenant, il se lançait dans une campagne acharnée pour démanteler le faisceau d'indices qui accablait son client. À chaque manœuvre, il cherchait à semer le doute sur le dossier de l'accusation. Il plaidait avec éloquence et conviction qu'il n'existait aucune preuve formelle qu'Alice Bowlesby ait jamais visité la résidence de l'accusé. Pour brouiller encore plus les pistes, il présenta une Anne Bowlesby de Brooklyn, qui revendiqua le mouchoir incriminant. Elle déclara au tribunal qu'elle connaissait le docteur depuis longtemps et avait laissé le mouchoir là par inadvertance lors d'une visite. L'avocat continua à semer le doute dans l'esprit des jurés et mit en avant un fait troublant. La mère d'Alice n'avait pas personnellement identifié la défunte comme étant sa fille. En fait, aucun de ses proches n'avait fourni à la police une identification formelle. À la place, il s'était appuyé sur le témoignage du médecin de famille et du dentiste de la famille, ce qui jetait une légère ombre de doute sur l'identité de la victime. Monsieur Howe a habilement proposé une théorie alternative. Se pourrait-il que ce soit Walter Conklin, qui s'était donné la mort après la tragédie, qui ait commis le meurtre et envoyé la malle à New York? La salle d'audience était remplie de tension, tandis qu'un avocat de la défense dressait un portrait saisissant d'incertitude. Pourtant, malgré les efforts acharnés de Monsieur Howe pour troubler les eaux de la justice, le jury resta ferme et non convaincu. Ils ont passé les arguments au crible, ont pesé les preuves, et, au final, leur verdict fut unanime et sans équivoque. L'accusé, Jacob Rosenzweig, a été reconnu coupable de meurtre au second degré. À cet instant, la salle d'audience sembla souffler, comme si elle relâchait un souffle retenu depuis bien trop longtemps. Et la justice,
bien que farouchement contesté, avait été rendu. Le juge ne retint pas sa sévérité, prononçant la peine la plus lourde possible, 7 ans de travaux forcés à purger à la prison de Sing Sing. La mort tragique d'Alice Bowlsby avait déclenché une vague de colère et de condamnation dans tout l'État de New York. Cela a déclenché des manifestations contre ces pratiques illégales généralisées. Et les institutions médicales à travers les États-Unis se sont unies pour soutenir cette cause, ce qui a abouti à une nouvelle législation sur l'exercice de la médecine visant à éradiquer cette pratique illégale. À l'avant-garde de cette campagne se trouvait le New York Times qui, dans ses colonnes, a écrit des mots poignants sur Alice Bowlsby, la présentant comme une victime des circonstances. Une jeune femme qui ne venait pas d'une grande richesse, mais qui se comportait avec tant de charme et de grâce, un don qui pouvait parfois s'avérer plus périlleux que tout autre. C'était un rappel solennel de la façon dont ces femmes vulnérables tombaient souvent entre les griffes d'individus sans scrupules qui les entouraient. Un appel a conduit à un nouveau procès, car il a été plaidé avec succès que le juge avait permis l'utilisation injuste du témoignage d'un ancien patient. Ce second procès était prévu pour novembre 1872. Cependant, en avril 1872, New York a promulgué une loi rendant ces pratiques illégales. Un décès ayant eu lieu avant cette loi, il ne pouvait être jugé selon elle. La nouvelle loi a également abrogé l'ancienne, ne laissant aucune base légale pour une poursuite. En conséquence, Jacob Rosenzweig a dû être libéré de prison à contre-cœur après avoir passé moins d'1 an incarcéré. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.